c'est Jérémy, là. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. D'abord, j'aimerais remercier les organisateurs pour cette magnifique prouesse technique et nous a préparé en fait un programme génial. On finit la semaine avec deux orateurs hors normes, orateurs, chercheurs et écrivains pour le public. Tout d'abord, le docteur David Naudin de la Sorbonne qui travaille en collaboration avec l'EPS, et puis qui va nous parler de fonctions exécutives et de maladies chroniques. Et puis on a un chercheur incroyable, le docteur professeur Steven Loret, qui est à Liège, qui va vous parler de méditation et des bienfaits de la méditation au niveau du cerveau. Alors on aura un magnifique week-end qui se prépare grâce à vous. Alors le premier orateur, c'est David Naudin. Et je vous propose de poser 2-3 questions dans le chat, mais ne soyez pas chaque fois d'écrire merci, bonjour, fantastique, etc., parce qu'on aura beaucoup de déchets de chat autrement. Ok, merci. Mon nom est Alain Gonnet, j'ai oublié de me présenter. C'est à vous, David. Merci beaucoup. Merci, professeur Gollet. C'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous. Je tiens à remercier les organisateurs et puis je vais vous avouer une chose, c'est que rencontrer à la fois le professeur Gollet et le professeur Loret en même temps, c'est vraiment quelque chose de fantastique et je suis très honoré en fait d'être présent. Alors moi, je suis pas médecin, je suis soignant, je suis infirmier de formation et j'ai eu la chance de faire une thèse de sciences et je vais vous expliquer un petit peu finalement quelle a été pour moi cette rencontre avec les neurosciences et quelle a été pour moi l'utilité que j'en vois dans l'éducation thérapeutique et dans les sciences de l'éducation plus généralement. Alors, on va commencer par la première chose, c'est que au travers de travail de thèse que j'ai pu faire, j'ai rencontré un professeur qui s'appelle le professeur Alain Berthoz au Collège de France, et je lui emprunte cette phrase qui lui-même, il l'a empruntée à Goethe. Au commencement était le verbe, et puis il se ressaisit et dit au commencement était l'action. Pour toute une partie des neurosciences, en fait, nous sommes des êtres d'action, action physique et action mentale. On voit bien cette jeune fille qui traverse la route sans peut-être prêter trop attention d'ailleurs au risque qu'elle encourt. Elle parle, elle pense, elle agit mentalement en pensant et puis elle agit physiquement en répondant à son interlocuteur au téléphone. Eh bien, nous sommes donc des êtres d'action physique et d'action mentale. Et se soigner, c'est aussi faire beaucoup d'actions. Et j'ai pu, lors de ma thèse, être accompagné à la fois par le professeur Rémi Gagnère et le professeur Gérard Réac. Et finalement, on a essayé de comprendre, non pas pourquoi se soigne-t-on, comme le proposait Gérard Réac dans un de ses célèbres ouvrages, mais plutôt comment se soigne-t-on? Quels sont les mécanismes qui nous permettent de prendre soin de soi? Alors, on renvoie ici à cette idée en éducation thérapeutique qui est très importante, l'idée du concept d'autogestion, avec la nécessité de se surveiller soi-même, surveiller son état de santé, avoir des réponses cognitives adaptées, des réponses émotionnelles aussi, parce qu'il va falloir aussi gérer le vécu de la maladie, et puis gérer des comportements, tout ça dans le but de maintenir une qualité de vie. L'autogestion, dans l'exemple du diabète, c'est par exemple le fait que le pancréas ne fonctionne plus et alors que habituellement, de façon invisible, mon pancréas régule ma glycémie, il va falloir remplacer ce pancréas qui ne fonctionne plus par des processus cognitifs qui permettent finalement de prendre soin de soi et d'équilibrer sa glycémie, de réaliser ses autosurveillances, de prévenir les complications, de gérer son alimentation, de maintenir une activité physique. Bref, finalement, avoir cette substitution
du dysfonctionnement de l'organe par des processus cognitifs. Et cet élément avait été amené déjà par le professeur Gagnère dans un chapitre très important qui s'appelle « Le patient, un apprenant particulier », dans un abrégé d'éducation thérapeutique. Alors, dans les processus d'action qu'on met en place, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, il y a des processus d'action qui sont dits automatisés, et c'est le prix Nobel Daniel Kahneman qui nous explique que ces processus automatisés sont extrêmement intéressants, et d'ailleurs, en fait, sont prépondérants dans notre vie parce que ce sont des processus qui n'appellent même plus de réflexion. Par exemple, quand vous venez au travail et vous conduisez votre voiture, vous ne pensez pas à tout l'ensemble des gestes que vous faites pour pouvoir conduire votre voiture. Pour autant, quand vous avez appris à conduire, il a bien fallu quand même commencer à routiniser ces mouvements extrêmement complexes de synchronisation entre les pédales et puis le levier de vitesse. Eh bien, au départ, ces processus-là étaient des processus complexes, algorithmiques, et c'est ce que Daniel Kahneman appelle le système 2. Ces processus-là sont des processus qui, par exemple, vous permettent de prendre des décisions en pondérant certains choix par des valeurs. Et puis, un Belge, Olivier Houdet, de Bruxelles, qui travaille à Paris Descartes maintenant, mais qui a montré en fait qu'il existait un système d'inhibition qui permettait de basculer du système 1 vers le système 2. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que on a ces habitudes, ces routines, ces heuristiques, comme par exemple le fait de prendre les escalators dans le métro. Mais imaginons par exemple que je souhaite perdre du poids et que je pense qu'il est bon pour moi de faire de l'activité physique. Eh bien, je vais devoir changer finalement mon habitude première, qui est de prendre des escalators, pour basculer vers les escaliers. On voit bien en fait que cette routine doit être inhibée, et je vais devoir planifier des tâches comme par exemple repérer où sont les escaliers pour pouvoir finalement monter les escaliers à pied. Et on voit bien en fait que c'est par exemple cette nouvelle tâche passe par de l'inhibition. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que autant les routines, par exemple, prendre son traitement avec le petit déjeuner, les routines liées au système 1 sont très faiblement coûteuses sur le plan cognitif, autant les actions qui sont supportées par le système 2, elles, sont extrêmement coûteuses sur le plan cognitif et demandent beaucoup d'énergie mentale. Et on en reparlera tout à l'heure. Alors, les fonctions exécutives, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent, comme nous montre par exemple Étienne Coquelin, une adaptation des comportements dans des environnements complexes. Les fonctions exécutives, elles permettent le contrôle de l'action, elles permettent de se fixer des buts et des objectifs. Elles permettent, grâce à l'inhibition, de résister aux tentations, de rester concentré, d'inhiber ses émotions, mais également d'inhiber les comportements inadaptés. La flexibilité mentale permet également d'imaginer des solutions alternatives et de penser différemment. La planification de tâches permet de formaliser des intentions, orienter finalement des plans et maintenir des plans pour qu'on puisse finalement atteindre ces objectifs. Et puis, la mémoire de travail aussi est extrêmement utile parce qu'elle permet de se souvenir de nos intentions, de transformer les instructions en plans d'action et puis de prioriser les actions. Alors, c'est l'idée en fait qu'on aime bien proposer avec Gérard Réac, l'idée en fait du petit ange et le petit démon. On est souvent confronté à des choix, et ces choix parfois sont antinomiques. Par exemple, là, on voit Milou qui est tenté de manger l'os parce que il tombe sur un os, et pourtant il doit sauver son maître Tintin. Il doit apporter ce courrier qui pourrait sauver son maître, mais vous voyez que le petit démon lui dit maintenant profite, mange cet os, tu vas pas tomber là-dessus trop souvent. Pour clarifier un petit peu et donner un exemple, prendre un traitement nécessite, par exemple, de devoir se souvenir de prendre ce traitement, par exemple, en cas de malaise. On doit mettre en jeu des processus attentionnels préparatoires, on doit surveiller éventuellement l'apparition d'indices, de signes cliniques parmi pas mal d'informations distractives.
on doit se désengager de l'action principale et cesser par exemple l'action qui est en cours. On doit se souvenir de l'action planifiée, par exemple prendre son traitement, et puis on doit mettre en œuvre cette action. On voit bien en fait que toutes ces attitudes, ces actions sont extrêmement complexes et peuvent être divisées en sous-actions. Alors, pour aussi amener une autre idée, c'est que la non-observance, c'est un comportement naturel pour Gérard Réac. On voit ici d'ailleurs Gérard Réac sur la diapositive. C'est une diapo que je lui ai empruntée. Finalement, Gérard dit il y a un conflit entre l'intérêt immédiat et concret, un petit peu comme tout à l'heure l'ange et le démon, et puis le lointain abstrait, ma santé dans 20 ans. Et on voit bien en fait que le plus souvent, dans ces choix, notre cerveau privilégie l'immédiat et le concret. Et il nous dit, Gérard Réac nous dit que c'est l'observance qui nécessite une forme de résistance. Eh bien, il y a beaucoup d'auteurs qui expliquent finalement le rôle important des fonctions exécutives dans ces résistances aux tentations ou aux distractions. Alors, les fonctions exécutives, elles sont aussi impliquées dans d'autres choses, comme par exemple la régulation des comportements impulsifs ou par ailleurs, la régulation des comportements de procrastination, le fait de reporter à demain ce qu'on peut faire. Et ces deux comportements, d'ailleurs, sont extrêmement intéressants quand on étudie l'observance thérapeutique. Et on voit bien en fait que l'inhibition, là aussi, va jouer un rôle très important pour réguler ces typologies de comportements. Enfin, les processus exécutifs sont donc des processus de haut niveau, on l'a vu, impliqués dans la planification, la surveillance de certaines tâches, le contrôle et la régulation d'activités cognitives. Et puis, si on regarde la définition finalement de ce qu'on peut donner de la métacognition, c'est-à-dire la réflexion sur l'action, eh bien, on est assez proche de la définition qu'on a des fonctions exécutives, c'est-à-dire la connaissance qu'on a de nos propres processus cognitifs ainsi qu'à leur régulation. Alors là, je tiens à préciser, la métacognition doit s'effectuer avant l'action, pendant l'action et après l'action. Et là, il faut souligner tous les travaux de Dieudonné Leclerc, qui est de Liège, sur la partie métacognitive. Et on voit bien en fait que c'est très important de mettre en lien finalement les capacités de régulation de l'action et puis notre métacognition. Et dans les sciences de l'éducation, on parle souvent de métacognition, mais finalement, on l'évalue, enfin, on travaille la métacognition souvent après la réalisation de l'action. On peut très bien la penser, comme le propose Dieudonné Leclerc, avant et pendant l'action. Autre point important, c'est que l'inhibition permet finalement d'être créatif et de résoudre des problèmes. Alors là, j'apporte trois ouvrages extrêmement intéressants. L'ouvrage de Alain Berthoz sur la vicariance ou sur l'inhibition créatrice, ouvrage très récent, il est paru cette année. Et puis un ouvrage, encore une fois, d'Olivier Houdet sur tous ses travaux sur l'inhibition au service de l'intelligence. Alors, il y a des ouvrages, mais aussi un tas d'articles qui permettent finalement de comprendre comment l'inhibition permet de soutenir la créativité et permet par exemple à des jeunes enfants de proposer des solutions à des problèmes auxquels ils n'ont jamais été exposés auparavant. Dernier lien, un lien entre finalement les fonctions exécutives et ce qui nous intéresse directement, hein, l'autogestion de la maladie. Et là, en fait, il y a beaucoup de littérature dans différents domaines, sur les comportements alimentaires, sur l'hypertension, les pathologies cardiovasculaires, sur le VIH, sur le diabète. Il y a même des auteurs qui ont proposé l'évaluation des fonctions exécutives grâce à des outils spécifiques qui sont des outils dérivés d'outils qui permettaient de mesurer les fonctions exécutives. J'ai perdu mon diaporama. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que vous le voyez. Non, voilà. Très bien. Bon. C'est les travaux de thèse. C'est ça. Alors, dans les travaux de thèse, j'ai pu montrer en fait qu'il y avait une corrélation entre les capacités d'autogestion et le niveau des fonctions exécutives. Et il y a beaucoup de textes, notamment dans le diabète de type 1, qui montrent qu'il y a une corrélation entre ces capacités d'autogestion et le niveau des fonctions exécutives. Ces fonctions exécutives étaient évaluées grâce à des grilles, soit de l'auto-évaluation, soit des techniques d'évaluation spécifiques. Je ne vais pas m'étendre sur les modalités d'évaluation, mais on sait qu'il y a une corrélation statistique entre le niveau des fonctions exécutives, le niveau de performance des fonctions exécutives et
l'observance thérapeutique et les capacités d'autogestion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme ces fonctions exécutives, elles se développent dans le temps, ce ne sont pas les mêmes qui sont incriminées dans finalement les difficultés à prendre soin de soi. Quand on est plutôt chez l'enfant et l'adolescent, ce sont plutôt des difficultés de régulation d'émotions, difficultés d'inhibition d'émotions, alors que quand on est chez le sujet plus âgé, ce sont des difficultés de résolution de problèmes. Ce qui est intéressant à voir, c'est que dans la littérature, finalement, on se rend compte que on nous dit que l'altération des fonctions exécutives entraîne une altération des compétences d'auto-soin, mais également, donc, par conséquent, une diminution de l'observance thérapeutique. Elles-mêmes, augmentant les complications, peuvent elles-mêmes altérer les fonctions exécutives, notamment dans la pathologie du diabète. Mais c'est vrai aussi, on retrouve les mêmes choses dans les maladies cardiovasculaires. Alors, tout ça pour arriver à l'idée que, finalement, l'éducation thérapeutique, il y a des enjeux. Acquérir, mobiliser, maintenir, actualiser des compétences pour agir et avoir ces actions qui sont efficaces. Et finalement, ces actions efficaces, elles sont coûteuses aussi en termes d'efforts sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et puis, sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif, on l'a vu tout à l'heure, les fonctions exécutives, elles ont un coût en termes d'attention, en termes d'énergie, quand on doit inhiber des choses, quand on doit planifier des tâches et se souvenir que ces tâches-là, il va falloir les rappeler. Et puis, aussi, du fait de la maladie, avec la fatigue physiologique. Eh bien, finalement, ce surcroît de tâches rajoutées par la maladie chronique, finalement, augmente la charge mentale. La charge mentale, c'est un équilibre entre l'exigence réelle d'une tâche et puis l'exigence perçue de la tâche. Alors, pour finir, dans les perspectives, et ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir finalement évaluer ces fonctions exécutives à différents stades. On a vu tout à l'heure, par exemple, à l'adolescence, les fonctions exécutives, elles sont perturbées et on pourrait très bien développer des outils utiles à l'éducation thérapeutique pour pouvoir finalement mesurer le niveau de performance des fonctions exécutives. Deuxième point, on peut entraîner les fonctions exécutives. Notamment, on peut, et c'est tout le rôle de l'éducation thérapeutique, entraîner les patients à réfléchir sur les séquences d'actions qu'ils doivent mettre en œuvre et puis sur les stratégies finalement opérantes qu'ils peuvent choisir. C'est tout ce qu'on fait d'ailleurs en éducation thérapeutique quand on propose différents scénarios. Et par exemple, la simulation pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. On le fait avec les jeux de rôle, mais pourrait être extrêmement intéressant dans l'éducation thérapeutique. Le yoga, la méditation, les pratiques sportives, et là j'ouvre toute la discussion amenée par le professeur Loret, parce que on sait finalement que ces techniques augmentent les capacités des fonctions exécutives, et puis finalement, c'est toute une écologie finalement de la charge mentale qui doit être pensée dans la maladie chronique avec un travail sur soi et aussi ce qu'on appelle le lâcher-prise. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le lâcher-prise, c'est aussi de l'inhibition. C'est de l'inhibition de l'inhibition. Vous voyez, en fait, il y a des patients qui m'ont raconté, par exemple, dans mon travail de thèse, qu'ils étaient extrêmement rigoureux dans l'observance thérapeutique et qu'ils ne se permettaient pas, par exemple, parfois de lâcher prise. Et ça peut entraîner finalement des troubles parce que ne jamais s'autoriser à lâcher prise, ça peut être délétère d'un point de vue psychologique. Et donc, c'est tout un travail sur soi qu'on pourrait résumer par la formule du bien vivre avec sa maladie, du livre, par exemple, de Monsieur Gollet. J'en ai fini sur cette présentation un peu rapide des fonctions exécutives et de l'éducation thérapeutique et du lien qu'on peut faire. Voilà, je suis prêt à répondre à des questions secondairement. Merci à vous. Et merci. Merci à vous, je vous applaudis. Merci d'avoir inhibé les distractions. Voilà, parfait. Donc, j'ai une liste de questions qui est imprimée. La difficulté en fonction de l'âge et des ressources potentielles du patient. Oui. Alors, c'est clairement montré, en fait, ce ne sont pas les mêmes fonctions exécutives. Quand on regarde la littérature, ce ne sont pas les mêmes fonctions exécutives qui sont, on va dire, incriminées dans l'autogestion, ou du moins dans les difficultés d'autogestion. Par exemple, on a dit tout à l'heure, chez l'enfant, chez l'adolescent, c'est plutôt des perturbations de la régulation des émotions.
Et l'inhibition, par exemple, ou plutôt l'impulsivité qu'on peut rencontrer à l'adolescence, on l'a plus forcément à l'âge adulte. Par contre, à l'âge adulte, on a plus des problèmes de planification de tâches ou de résolution de problèmes. Voilà un petit peu les grandes variétés qu'on peut rencontrer au niveau des fonctions exécutives en fonction de l'âge. Il y a peu de données, par contre, sur les sujets à l'âge moyen. On a beaucoup d'études sur l'enfant, fonctions exécutives et enfants, ou fonctions exécutives et sujet âgé. Et finalement, on a peu d'études sur le jeune adulte, par exemple, ou l'adulte. Il y a une fille qui s'appelle Valérie qui pose justement cette question. Est-ce qu'il faudrait faire une batterie de tests chez l'enfant ou l'adolescent en fin d'année ou au début d'année pour voir un peu l'évolution? Il y a des études qui ont proposé justement l'adaptation d'un test très connu qui s'appelle le Brief A. Je peux vous montrer ce test-là, c'est ce type de test. C'est un questionnaire qu'on peut administrer aux patients. Et donc, il y a des études qui ont, par exemple, dans le domaine du diabète, qui ont contextualisé ce questionnaire à l'enfant, enfin à l'adolescent et dans le domaine du diabète. Parce que ces questionnaires sont assez généralistes. Et finalement, c'est des études qui ont permis de valider d'ailleurs ces échelles et de pouvoir mesurer le niveau des fonctions exécutives chez l'adolescent. Et faire le lien avec une corrélation statistique entre les capacités d'autogestion des adolescents et le niveau de performance des fonctions exécutives. Une question qui revient plusieurs fois, alors c'est par rapport à l'observance. Est-ce qu'il y aurait un intérêt de faire un bilan qui serait en fait parallèle aux fonctions exécutives? C'est difficile en fait parce que moi, ça me paraît compliqué de vouloir généraliser forcément ce type d'échelle. Ça peut être intéressant, par exemple, ou dans des périodes d'âge spécifiques, par exemple à l'adolescence, ou possiblement quand on rencontre des difficultés avec certains patients. Le généraliser, je ne suis pas certain qu'il faille le faire, je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer qu'on fasse des tests comme ça à tous les patients. Voilà, je ne suis pas certain que ce soit utile. Vous avez cité à plusieurs reprises la métacognition. Ce qui est intéressant, c'est que vous proposez de la faire avant et après l'action. Habituellement, on la fait surtout après. Et puis, la deuxième petite question en parallèle, nous, on parle d'une dimension infracognitive, avec les distorsions cognitives. Alors, pour le avant, pendant et après, c'est Dieudonné Leclerc de Liège qui a amené cette idée. Et c'est vrai que très souvent, en pédagogie par exemple, on regarde avec les étudiants les résultats de l'évaluation et on essaie de comprendre qu'est-ce qui a amené l'étudiant à ces résultats, à ces bons résultats ou à ces mauvais résultats. On le fait d'ailleurs plus souvent avec les mauvais résultats. Malheureusement, en fait, on devrait faire ça avec les patients, avec les étudiants, avant l'action, pendant l'action et après l'action. On le fait parfois d'ailleurs dans les soins infirmiers, quand par exemple on forme les étudiants et qu'ils vont devoir réaliser un pansement. On dit aux étudiants, tu dois faire cette tâche-là, comment tu vas t'y prendre? Et on est dans ce que Alain Berthoz appelle la projection mentale des conséquences de l'action. En fait, on entraîne en posant ce type de questions, en éducation thérapeutique, mais en pédagogie en général, on prépare mentalement, finalement, à la visualisation mentale d'une séquence d'action, des étapes de l'action. Et finalement, l'étudiant, en visualisant mentalement ces étapes-là, quand il va être vraiment en train de faire ces actions-là, il sera beaucoup plus performant. Et ça, c'est bien montré. Notre cerveau est une puissante machine à projeter les conséquences de nos actions. Encore faut-il entraîner les patients ou les étudiants à ce type d'exercice. Donc, vous êtes en train de nous dire, et c'est une des questions de Véronique ou un commentaire, on peut entraîner l'individu progressivement à avoir un comportement un peu différent. Oui, et puis, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la simulation. Le débriefing permet finalement aussi d'envisager d'autres possibilités. On va débriefer effectivement les choix
du patient en simulation. Et puis, on va pouvoir aussi envisager les autres possibilités, les autres alternatives, les autres stratégies possibles. Et en débriefant les autres stratégies possibles, on prépare finalement le patient à pouvoir mieux agir en situation, en ayant la stratégie A, par exemple, et puis éventuellement en ayant préparé des réponses avec des stratégies B ou C. Il y a une question qui revient fréquemment, c'est comment on peut faire chez les patients qui ont une démence, l'Alzheimer par exemple, ou voire d'autres maladies psychiatriques telles que la schizophrénie. Alors, déjà, je pense que les maladies psychiatriques peuvent être extrêmement modélisantes pour l'éducation thérapeutique à ce niveau-là. Parce que il y a des stratégies d'action mises en place par les patients et avec les aidants et avec les soignants, justement pour pouvoir maintenir des actions, notamment par exemple chez le patient Alzheimer, où on sait qu'il y a des pertes de fonctions exécutives importantes. Et donc, il y a des stratégies extrêmement intéressantes et on devrait s'intéresser à ces stratégies d'action pour pouvoir justement les transférer dans les autres pathologies parce que finalement, vous voyez, l'utilisation de mémos, l'utilisation de calendrier avec des rappels, ces choses-là sont extrêmement utiles, ou même d'ailleurs avec les smartphones, sont extrêmement utiles pour pouvoir finalement maintenir des capacités telles que la planification de tâches, par exemple. Et on aurait beaucoup de choses à apprendre des pathologies telles que les dégénérescences comme l'Alzheimer, par exemple, ou même des pathologies psychiatriques avec toutes les actions sur la remédiation cognitive qui sont extrêmement intéressantes. On est dans une société qui est gérée aujourd'hui à travers le stress. Comment on voyait la relation sur la fonction exécutive, stress et presque méditation? On va vous poser la question à vous avant d'avoir l'exposé du professeur. Alors, moi, j'ai beaucoup été frappé avec les entretiens avec mes patients diabétiques de type 1 sur cette notion de charge mentale. J'avais pas du tout cette idée à l'esprit, mais prendre soin de soi, c'est une surcharge d'activité. Et cette surcharge d'activité, elle peut être extrêmement lourde et pénible et peut conduire, d'ailleurs, il y a beaucoup de publications là-dessus, à des burn-out et finalement à la fragilité ou à la fragilisation de l'observance thérapeutique du patient. Et donc, du coup, clairement, la maladie agit comme un élément de stress et peut venir perturber finalement le bon déroulement en fait de la prise de son traitement ou d'autant plus que voilà, c'est encore plus vrai si vous êtes chargé de famille, si vous avez un travail extrêmement dense, ou au contraire d'ailleurs si vous êtes dans une situation de précarité, parce que ça aussi c'est très bien montré, le fait d'être dans cette rumination des difficultés vous empêche finalement de pouvoir prendre soin de vous et d'avoir cette vision-là de prendre soin de soi. Mais là, pour le coup, je pense que le professeur Loret aura beaucoup de choses à nous dire sur l'avantage justement de techniques comme la méditation. Écoutez, parfait, David. Moi, ce que je propose de faire sur le plan timing, on est pile dedans. On a fait 20 plus 10. On va écouter le professeur Loris, Steven Loris, qui est professeur au CHU de Liège, qui dirige un centre sur le cerveau et qui a publié un nombre incalculable d'articles scientifiques et en même temps des livres chez Odile Jacob, ce qui est une garantie que c'est quelqu'un qui sait peut-être simplifier les choses pour la compréhension. En tout cas, merci infiniment. C'est génial de vous avoir les deux. Donc, on va continuer maintenant avec le professeur Loris. Et je vous propose de rester branchés après, parce qu'on a peut-être encore 5 à 10 minutes de questions qui vont survenir. Moi, j'arrive pas à m'en sortir tellement vous envoyez des questions. Faites les questions courtes, parce que autrement, je n'arrive pas à vous les passer. Merci beaucoup, David. On reste en ligne. Et puis, c'est à vous, professeur Loris.
On n'entend pas, il faut mettre le micro. Non? Allô, allô, vous m'entendez? Oui, maintenant je vous entends. Parfait, on peut lancer le diapo ou pas? Voilà, merci beaucoup. Mais merci à vous tous d'être là pour parler de la méditation qui pour moi est clairement en dehors de ma zone de confort. Fait 2 livres, en effet. Le premier, c'est le travail. Là, je suis dans mon box de consultation. Il y avait juste avant une famille, comme là, toutes les consultations, c'est des personnes qui vivent un drame, un traumatisme crânien, hémorragie et vont retrouver leurs proches dans ces différents états de conscience modifiés. Et pourquoi là, aujourd'hui, vous parlez de la méditation et son rôle éventuel dans justement l'éducation thérapeutique, l'autogestion, alors que j'ai rien appris dans toute ma formation, ni de médecin, ni comme neurologue. Je dois beaucoup à une rencontre exceptionnelle. Donc là, nous sommes en 2013, qui pour moi était un moment très difficile, moment où je me retrouve avec plein de questions. Et je vais faire une conférence à Paris, c'est TED, vous connaissez les TEDx, c'est Matthieu Ricard, le grand moine bouddhiste que vous connaissez peut-être, qui vient parler de la méditation et l'empathie, la compassion. Et moi, je viens parler du commun, de la conscience. Et puis, on va très vite sympathiser. Et comme je suis assez spontané, il me demande comment ça va. Et voilà, ça n'allait pas. Je pense que tout le monde, dans ou bien sa vie professionnelle ou personnelle, à des moments où c'est plus compliqué. Et alors, il me dit, viens, on va faire une retraite et je t'invite, rejoins-nous. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai découvert un nouveau monde. Donc ça, c'était vraiment au niveau personnel. J'ai vécu, je dirais, le pouvoir, la valeur ajoutée de la méditation, mais j'ai rencontré aussi des personnes extraordinaires, non seulement dans cette discipline contemplative, beaucoup de bouddhistes évidemment, mais aussi des neuroscientifiques. Et donc, c'était un super chouette dialogue où moi, j'ai dit à Mathieu, eh bien, viens maintenant, toi, chez moi, au labo, comme super commun. Et donc, il va quitter ce qu'il voit là de son monastère au Népal pour venir à Liège, où on va le mettre dans toutes nos machines. Et donc, vous le voyez là dans une IRM. Alors, vous connaissez ces machines qui permettent de montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai sur mon bureau là une impression 3D du cerveau de cet athlète, de l'esprit, moine bouddhiste Matthieu Ricard, où quand on va faire des mesures, on peut, chez lui et tous les autres experts en méditation, identifier est-ce qu'il y a des changements dans ce volume de la matière grise, ces milliards de neurones. Et oui, il y a une matière grise qui est vraiment bien préservée, qui est pour quelqu'un qui a 70 plus, je parle belge, hein, vous me permettez, et il y a un cerveau qui a au moins 15 ans de moins. Et en particulier dans des régions, on vient d'entendre David sur les fonctions exécutives, la méditation, c'est vraiment une gymnastique mentale. Vous pouvez faire des exercices où vous allez travailler l'attention focalisée et vous allez donc voir vraiment au niveau structurel des changements envers, par exemple, le cortex singulaire antérieur qui va être plus grand en volume. Vous pouvez aussi voir l'hippocampe en rouge, important dans la mémoire, l'insula en bleu, important pour être plus attentif aux signaux qui viennent de notre propre corps, et puis en jaune, cortex préfrontal gauche, entre autres, cette partie du cerveau important dans la régulation de nos émotions. Donc, en fonction du type de méditation que vous allez faire, on va vraiment pouvoir observer des changements au niveau
de la matière grise, mais aussi de la matière blanche. Et c'est ce que vous voyez là. Avec l'IRM, on peut, avec des séquences de diffusion, voir comment, vous voyez là comme un arbre, avec ces milliers de milliards de connexions, les couleurs vont vous apprendre l'orientation. En bleu, c'est ceux qui vont vers le bas, vers la moelle épinière, en vert, ceux qui vont d'avant en arrière, et en rouge, vous retrouvez le corps calleux qui va assurer la communication entre les deux hémisphères, et des personnes qui font de la méditation ont une communication interhémisphérique plus développée. On voit là des grandes autoroutes qui assurent l'interaction plus efficace entre l'hémisphère gauche et droit. Donc, c'était pour moi, scientifique, sceptique, très intéressant de le voir de mes propres yeux. Évidemment, avec l'IRM, on peut aussi regarder le fonctionnement de ce cerveau. On a avec l'équipe ici, où on s'intéresse beaucoup au cerveau blessé, le commun, et donc ces réseaux de la conscience. Il y en a deux. Il y en a un qui est important pour justement m'entendre maintenant, voir tout ce qui passe par le sens, et un réseau fronto-pariétal, avec d'ailleurs un overlap avec le réseau important pour les fonctions exécutives. Et puis, il y a un deuxième réseau que vous voyez là en jaune, en orange, qui est important pour permettre cette conscience du monde intérieur. Cette voix qui vous parle en ce moment, qui vous permet non seulement de vous souvenir de votre passé, mais aussi d'anticiper. Et donc, c'est très développé chez l'être humain. Ça nous donne des grands pouvoirs de planifier, prévoir le futur, mais aussi parfois ces pensées peuvent tourner en boucle, devenir des ruminations, nous donner des angoisses, des insomnies. Et donc là, c'était pour nous très intéressant de voir ces moines bouddhistes qui, dans l'IRM fonctionnel, lors des différents exercices de méditation, vont pouvoir de manière très contrôlée modifier l'activité dans ces différents réseaux. Réseau de la conscience du monde extérieur, monde intérieur et réseau émotionnel. Alors, on a déjà parlé du vieillissement. Je ne vous vois pas, je ne connais pas l'âge moyen de ceux qui sont avec nous, il y en a une centaine. Ici, on regarde l'activité métabolique. Eh bien, elle va diminuer à partir d'un certain âge, 30, 40 ans, ça n'augmente plus. C'est une réalité biologique qui, à nouveau, peut, avec la méditation, on a chacun, patient ou thérapeute, chacun de nous, un moyen d'influencer de manière positive cette diminution de l'activité métabolique avec le vieillissement. Et il y a des études au niveau européen, et l'IR y participe, qui vont justement s'intéresser au rôle éventuel de la méditation, de la pleine conscience en cas de syndrome démentiel. Alors évidemment, ça ne va pas nous vacciner contre la maladie d'Alzheimer, mais je pense que c'est important de bien insister qu'à côté des médicaments, et moi comme médecin, j'ai appris à prescrire des médicaments, des interventions chirurgicales, et il y a parfois d'autres choses qui peuvent être complémentaires. Donc ici, et vous voyez la référence des études qui montrent qu'on peut avoir une influence positive sur le vieillissement de notre cerveau, comme documenté avec le PET scan et les études de glucose marquée. Alors là, vous voyez toujours notre super cobaye. Dans le livre sur la méditation, mais je le prends un peu pour illustrer tout ce que ces grands labos ont montré quand on parle de la méditation, où il est ici en train de ne rien faire. En réalité, c'est très difficile pour vous de vraiment ne rien faire. Si je vous demande, eh bien maintenant, je vais me taire pendant 1 minute, et vous allez penser à rien, ça va être compliqué. Vous allez quand même avoir des pensées, des perceptions, des émotions. Votre cerveau, il génère ces images. Il faut, et là, à nouveau, on est bien placé pour le savoir, être en mort cérébrale pour qu'il ait complètement flatline, pour qu'il y ait complètement absence de toute pensée. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est Mathieu Ricard, mais aussi vous, moi, chacun, quand on est soi-disant au repos, eh bien, le cerveau y pense. Et c'est ce fameux réseau de la conscience du monde intérieur, c'est plutôt paramédian, au milieu, qu'il y a une activité. Et quand Mathieu va commencer sa méditation, c'est pas qu'il ne pense à rien ou que l'activité
diminue ou disparaît. Non, au contraire, ici, on voit que la connectivité, les fils représentent la communication entre les aires corticales, et plus que c'est rouge, plus que c'est intense, et bien, comme vous voyez, il y a, comparé à l'état de repos, en méditation, une augmentation de la connectivité, ici en méditation de type pleine conscience. Et donc ça, c'est quelque chose que j'invite peut-être tout le monde à au moins essayer. On peut simplement prêter attention à sa propre respiration. C'est un exercice très simple que sur cette chaise, dans ce box de consultation, je vais faire entre deux patients. Je vais... Le plus difficile, c'est le premier. Et après, quelques respirations conscientes, ou quand je pense à autre chose, je vais simplement remettre l'attention sur ma respiration et ça me permet, comme un bouton pause là, à avoir un certain contrôle sur ses pensées, une certaine, un lâcher-prise, de devenir observateur. Et on peut faire la même chose avec les émotions. Notre cerveau, comme vous le savez, ça reste difficile de faire du multitâche. Et donc, si vous y arrivez, je ne dis pas que je suis un maître zen, demandez à mes 5 enfants et mon épouse. Là, ce soir, je vais rentrer, je vais être fatigué, les enfants qui vont venir, mon épouse. Mais si j'arrive à me dire, oh, là, je commence à avoir des sentiments d'énervement, eh bien, ils sont déjà moins présents. Et donc, c'est ça l'invitation, c'est de à nouveau devenir observateur et de se dire, là, j'ai telle ou telle émotion. Et je pense que ça vaut la peine d'en discuter, pas juste pour nous, aussi pour nos patients. Finalement, avec Mathieu Ricard et les autres moines bouddhistes et experts en méditation, on a pu démontrer avec une technique assez compliquée, on peut en discuter si vous voulez, on combine la TMS, la stimulation magnétique transcrânienne, avec un enregistrement simultané de l'EEG. On teste des théories de la conscience de Giulio Tononi aux États-Unis qui vont nous, en termes mathématiques, permettre de quantifier la capacité du cerveau à intégrer l'information. Et là, on a pour la première fois, parce qu'on a étudié des centaines de personnes, des volontaires sains, mais aussi des personnes dans le coma, en anesthésie, dans le sommeil profond. Et c'est quelque chose qui est impossible pour moi, pour vous, à contrôler. On stimule la matière grise, on voit la complexité de la réponse dans le cerveau. Et là, pour la première fois, on a vu Mathieu qui arrive à augmenter nos mesures ou à la diminuer en fonction de l'exercice de méditation qu'il fait. Et c'est ça qu'on a publié, avec lui évidemment comme co-auteur. Et ça, c'est très intéressant pour nous d'avoir ce dialogue entre l'expert en entraînement de l'esprit. C'est quelque chose qu'il a fait avec d'autres labos. C'est ce qu'on a vu ensemble très brièvement, comment l'activité électrique va changer pendant ces pratiques, comment ça peut avoir un effet sur notre fonctionnement affectif, compassion, empathie, et aussi, comme on a dit, l'effet sur le vieillissement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être bien de parler justement du patient, de chacun de nous, parce que nous sommes tous patients potentiels, à jouer un rôle plus actif. Je pense que la médecine d'aujourd'hui et de demain donne un rôle au patient qui va prendre sa responsabilité. Certes, il y a les médicaments, et heureusement qu'ils sont là, mais il y a aussi tout le reste. Et les études cliniques, et vous voyez à nouveau une référence dans un très bon journal qui a regardé toutes ces études cliniques, dans le cas de la dépression, de l'anxiété, de la douleur, l'effet de la méditation peut être aussi grand, aussi efficace, et je pense que ça vaut la peine d'au moins le considérer comme complémentaire. Trop souvent, on voit une vision parfois trop binaire, c'est l'un ou l'autre, et je pense qu'on peut voir les choses qui se complémentent, où on commence à comprendre aussi les mécanismes, non seulement au niveau neuroscientifique, on a brièvement parlé comment les différents exercices de méditation vont changer la structure, la matière grise, la matière blanche, la connectivité fonctionnelle mesurée avec le PET scan léger, et aussi au niveau des chromosomes. Vous voyez ici une illustration qui vient du livre « La méditation, c'est bon pour le cerveau ». Eh bien, c'est bon aussi pour nos chromosomes. On voit les télomères qui, à nouveau, quand on vieillit, eh bien, ils vont devenir plus minces. Et alors, on est plus vulnérable au niveau de notre ADN pour des maladies, pour développer le cancer. Il paraît que plus
qu'on a un stress chronique, plus qu'on a des ruminations, ce processus va s'accentuer. Et quand, et plusieurs études l'ont démontré, on pratique la méditation, on peut avoir un effet positif et visible au niveau des télomères. Et ça, je trouve à nouveau que ça vaut la peine de discuter et de partager dans notre métier. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de défis, une utilisation, et on va sûrement en discuter dans votre domaine d'expertise. En ce qui me concerne, est confronté à ces drames des personnes qui ont des blessures très graves, des familles qui se trouvent dans une situation très difficile avec un proche dans le coma. On a créé une fondation, c'est MindCare, qui essaye d'optimiser le trajet de soins, de donner un rôle aussi plus actif à la famille là, dans non seulement l'évaluation du patient, mais aussi la prise en charge thérapeutique, mais aussi, je pense, et je l'entends à ma consultation, où je vois des personnes qui ont uniquement des comas et des situations d'état modifié de conscience chroniques très graves, c'est des céphalées, des lombalgies, des douleurs chroniques, insomnie, anxiété, ou parfois ils sont déçus quand je prescris des pilules. Et je pense que ce n'est pas nécessairement la première chose à faire de prescrire des somnifères. Vous savez, en France, en Belgique, on est dans le top 10 des pays qui sont les plus grands consommateurs. Et souvent, notre premier défi, c'est justement d'essayer de diminuer ces médicaments qui mettent un frein sur le fonctionnement cérébral. Et c'est de les inviter à peut-être essayer, pas uniquement la méditation, il y a beaucoup d'autres techniques, que ce soit la cohérence cardiaque, la sophrologie, l'auto-hypnose. On a en Belgique, ici à Liège, une grande tradition avec Marie-Lise Ferroville qui a introduit l'hypnose au bloc opératoire avec plus de 10 000 personnes qui ont des chirurgies lors de laquelle ils ne sont pas anesthésiés, mais ils utilisent à nouveau cet état hypnotique qui illustre la force de notre mental. Donc, voilà brièvement ce que j'ai personnellement appris et ce que j'ai essayé de résumer aussi bien au niveau des études cliniques que les nouvelles technologies en neuroimagerie, où je pense que vraiment, dans notre société, on va beaucoup investir sur l'apprentissage, je le vois avec les enfants, et on va beaucoup parler de nos jours de l'intelligence artificielle et de comparer notre cerveau avec un ordinateur, alors que le défi, justement, c'est d'investir plus ce qui nous différencie de cet ordinateur qui ne pense pas, qui n'a pas d'émotion. Et donc, on sait que l'intelligence émotionnelle, elle est importante. Et comme on a des profs de gymnastique ou d'activité physique, pourquoi pas investir dans des profs qui ont une formation qui nous permettent de bien prendre soin de nous-mêmes avant, et c'est très pertinent dans mon métier, essayer de prendre soin des autres. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais essayer, mais j'ai aucune prétention, je ne suis pas un maître zen. Peut-être justement, si moi je peux le faire avec les 5 enfants, mon épouse qui travaille aussi, le boulot à l'université, à l'hôpital ici, c'est une invitation à tout le monde qui ne le fait pas encore à au moins l'essayer. Merci à vous. Merci infiniment, professeur Laurie. C'est vraiment génial de vous avoir aujourd'hui et ça a suscité une quantité énorme de questions qu'on ne va pas pouvoir résoudre quand même en 10 minutes. Mais cependant, Benoît disait les évidences grandissent autour des démarches alternatives en éducation du patient. Est-ce que la création, l'auto-hypnose, il y aurait des parallèles, des voies communes? Alors ça, c'est en fait, elle a un projet scientifique où justement, je me posais la question, qu'est-ce qu'il y a de similaire, de différent entre l'hypnose, l'auto-hypnose et la méditation? Après, il faut bien spécifier de quel type de méditation on parle. Et donc justement, avec la fondation Mind Science, on a essayé de mettre ces deux communautés ensemble. Et donc, on fait maintenant
de l'hypnose avec ces moines bouddhistes, qui sont évidemment les grands experts, mais aussi d'autres. Et on le fait dans l'IRM fonctionnel avec les EEG. Et donc, c'est différent. Je pense que l'hypnose, c'est un état d'absorption où on est déconnecté. Hein, on a justement une augmentation dans ce fameux réseau de conscience du monde intérieur, déconnexion du monde extérieur. Et il y a une différence avec la méditation. Et donc, on essaye de mieux le comprendre pour pouvoir peut-être mieux le proposer dans un contexte clinique, justement. Une question qui revient assez souvent et que je me pose moi-même, c'est la correspondance avec le système nerveux autonome, le parasympathique. Est-ce qu'il y a… Oui, tout à fait. Donc, déjà, quand on respire, on a une influence. Notre fréquence cardiaque va être un peu plus vite quand on inspire, un peu plus lente quand on expire. On va stimuler le parasympathique. Et donc, je pense que oui, on peut l'utiliser, on peut maximiser parce que cette vision un peu simpliste de dire, ben voilà, il y a notre niveau de raisonnement conscient, contrôlé, volontaire. Là aussi, c'est un autre chapitre là sur peut-être l'illusion du libre arbitre, mais en tout cas, le système autonome, considéré comme ben voilà, autonome, on n'a pas une emprise là-dessus. Je pense qu'il y a une interaction permanente, complexe mais réelle entre les deux, et que donc, oui, les différentes techniques de relaxation vont nous permettre d'aller vraiment vers l'exercice que j'ai brièvement mentionné, où on va respirer, avoir l'attention sur sa respiration, et bien ma fréquence cardiaque va diminuer, ma pression artérielle va diminuer, les hormones de stress, les études le montrent, il y a clairement un impact, et donc vous avez tout à fait raison qu'il y a là le système parasympathique qui intervient. Vous avez des expériences d'éducation thérapeutique et de méditation, ou d'introduire l'atelier d'éducation thérapeutique avec une séance de méditation? Alors, là, je viens de très loin. Maintenant, je prescris et je parle de ces possibilités-là. Quelque chose que je prescris assez souvent, c'est Mindfulness-Based Stress Reduction. Ça, c'est des programmes de Wiseman où je sais que le patient, il va être en bonne main, que c'est un professionnel de la santé qui vraiment va suivre quelque chose qui a été validé scientifiquement aussi et que j'ai moi-même suivi et beaucoup apprécié, où on touche un peu aux différents exercices. Et donc, j'ai parlé là de Mathieu Ricard, mais il ne faut pas devenir un moine bouddhiste. Si vous et moi, on suit par exemple ces Mindfulness-Based Stress Reduction Wiseman, on va aussi voir avec l'IRM, avec les EEG, des changements qui sont visibles avec les techniques de neuroimagerie. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un rôle et que de plus en plus, on va être mené à inviter le patient à côté des médicaments et des interventions qu'on prescrit, prendre un rôle plus actif, pas uniquement avec ces techniques-là. On a parlé d'hypnose, de la méditation, il y en a beaucoup, mais aussi à travers son hygiène de vie en général, la qualité de son sommeil, son activité physique, ses contacts au niveau social, etc. La difficulté qu'on a eue, nous, dans l'introduction de la méditation, c'est la coloration religieuse. Et raison pour laquelle on s'est dévié sur la mindfulness, voire sur l'hypnose. Et dans l'hôpital, c'est une pratique, dans le CHU, c'est une pratique maintenant qui est devenue courante. Est-ce que vous avez ressenti ce genre de… Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je pense que c'est vraiment la valeur ajoutée de ces programmes-là, hein, de la pleine conscience, Mindfulness-Based Stress Reduction, ces programmes qui vont le proposer en dehors de tout contexte religieux, philosophique. Donc ça, je trouve que c'est important. Depuis que j'ai sorti le livre, j'ai beaucoup de retours aussi du monde chrétien, parce que oui, évidemment, c'est dans toutes les religions que ces traditions existent, de contemplation, dans le monde musulman. Donc, ça, c'est pas à nous, je pense, soignants, d'aller parler. Voilà, moi, je suis pas prêtre, je suis pas philosophe. J'essaye de soigner, de proposer
Mais en effet, il y a pas mal de patients qui reviennent et qui font aussi leur parcours, je dirais, spirituel. Mais ça leur appartient. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait introduire ça dans le cursus des étudiants ou en médecine ou de soignants? Merci Alain pour cette question. Non seulement je pense qu'on peut, je pense qu'on doit. Et je suis un peu attristé de voir comment, malgré qu'il y a des initiatives formidables, hein, à Strasbourg, de plus en plus d'universités commencent à s'y intéresser, aux écoles, il y a des initiatives extraordinaires, mais il n'y a toujours rien au niveau structurel. Pour moi, c'est clair, quand on va étudier la médecine, quand on va étudier n'importe quel comme soignant, hein, je pense que c'est vraiment important d'avoir plus d'attention en dehors de toutes ces connaissances théoriques qu'on va avoir au niveau de la sélection déjà hein, des candidats et puis dans notre formation, oui, je pense et je constate en Belgique, il y a ce qu'on appelle Doctors for Doctors, c'est des médecins maintenant qui me contactent beaucoup parce qu'ils ont eu un burn-out, parce qu'ils ont eu quelque chose qui, avec la méditation, leur a fait changer complètement la manière dont ils vont pratiquer. Et c'est un peu dommage qu'on doit attendre le burn-out ou autre maladie. Et c'est la même chose pour nos enfants. Comme je l'ai dit, je pense que oui, on pourrait proposer ça comme quelque chose qui fait vraiment partie du cursus structurel. Et d'ailleurs, j'étais il y a quelques mois avec mon ami Ilios Kotsou au Parlement à Bruxelles pour justement avec les politiciens essayer de discuter de la proposition que vous venez d'avoir. Est-ce qu'il y a des expériences de votre part sur des changements de profession? Est-ce que les personnes qui se mettent à s'adonner à la méditation changent de métier ou de façon d'être face aux patients? Oui, je pense. Évidemment, je peux parler pour moi-même. Il y a beaucoup de choses qui vont changer comment on fait notre métier. Déjà, l'expérience. Hein, je suis un autre médecin maintenant que quand je suis sorti. Le fait aussi d'être hospitalisé soi-même et d'être de l'autre côté de la barrière, ça change. Mais en règle générale, je pense qu'on devrait plus investir dans ce côté-là, l'empathie, la compassion. On sait depuis trop longtemps comment notre métier, que ce soit comme soignant, comme enseignant, est stressant. Moi, j'ai 3 collègues qui se sont suicidés, c'est énorme, et on le sait depuis trop longtemps, donc il faut passer à l'action. Et oui, je pense que ça change notre manière de fonctionner. Mais je ne peux pas vous citer des études là directement comme ça. Non. Est-ce que vous avez un espace soin dévolu à la méditation dans votre... Alors, dans le livre, j'essaye vraiment oui, il y a la méditation formelle, hein, et on va s'asseoir 20 minutes, 30 minutes. Alors, ça devient parfois un peu absurde. Et il faut 20 minutes, c'est pas assez, il faut 30, il faut 40. Il n'y a pas de Jeux olympiques de méditation, là. On fait ce qu'on peut. Chaque minute, c'est déjà bon. Et aussi, il y a à côté de ce moment qu'on se donne, qui est très formel, et c'est très bien, la possibilité de le faire pendant votre journée. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose de très utile. Donc, j'ai déjà dit, entre 2 patients, moi, c'est facile. Quand je viens au boulot, le transport en public, c'est à nouveau des opportunités. On est assis, il ne faut rien de particulier, personne ne le voit, et on peut se donner ce moment pour prendre soin de soi. Donc, il faut, pour moi, et là, les études le montrent, cette méditation informelle, ce n'est pas nécessaire d'être plié en lotus, permet aussi de prendre soin de son bien-être mental. Merci, c'est remarquable. On vient de passer 1 heure ensemble. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi, je laisse peut-être à David. Est-ce que vous avez une question à poser à Steven? Ou est-ce que vous avez un commentaire en fonction, puisque c'est presque vous qui l'avez introduit tout à l'heure. Alors, je vous laisse la parole, David.
Merci beaucoup, c'était remarquable, vraiment. Votre présentation est extrêmement intéressante et pour le coup, conforte des pratiques qu'on avait introduites en éducation thérapeutique par-ci par-là. Et on n'avait pas de substrat finalement scientifique. Maintenant, grâce à vos travaux, on sait que c'est des choses qui fonctionnent et qui sont extrêmement importantes. À la fois d'ailleurs, vous l'avez bien souligné, hein, sur les patients et les soignants. J'aurais voulu en fait savoir votre point de vue sur l'écoute de la musique. Là, en fait, actuellement, je travaille sur le préconditionnement de l'attention via un système qu'on appelle le système Music Care, qui a fait d'ailleurs cette épreuve auprès des patients au bloc opératoire sur la diminution du stress, de l'anxiété, de la douleur et de la consommation des morphiniques. Et on essaie de voir ça en fait avec le préconditionnement de l'attention chez des élèves infirmiers avant la réalisation d'une tâche cognitive, comme par exemple un calcul de dose. Qu'est-ce que vous pensez de ces techniques qui sont pas forcément vraiment en lien avec la méditation, mais qui peuvent être aussi intéressantes? Merci David. Il va falloir que, si on peut se tutoyer, Oui. tu m'envoies cette littérature-là et les travaux que vous faites avec l'équipe. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On a ici, bon, notre domaine d'expertise, ça reste le cerveau blessé, le coma. Utiliser la musique, il y a plusieurs papiers pour essayer d'améliorer leur réactivité. Et on a observé en IRM fonctionnel que quand on présente la musique préférée du patient, qu'il y a une augmentation de la connectivité cérébrale. Et donc, je pense que la musique, qui évidemment va toucher nos émotions sans devoir passer par le verbal, le langage, est très utile. On le constate comme clinicien. C'est vrai que quand on parle de la musicothérapie, l'evidence-based, il n'y a pas encore suffisamment pour vraiment le proposer dans les guidelines. Mais ce que vous avez raconté au blog, je pense que c'est très intéressant et que les études scientifiques vont dans le sens que vous dites. Et donc, on l'utilise aussi dans notre domaine et je serais très heureux de discuter de ça aussi parce que ça mérite un peu plus de temps. Donc, oui, certainement, c'est quelque chose de très puissant. D'ailleurs aussi, pour revenir à l'hypnose et à la méditation, là aussi, on va choisir des accompagnements au niveau sonore pour essayer d'améliorer encore ce que on espère obtenir. Comme la réalité virtuelle d'ailleurs. Ça aussi, ça nous donne maintenant des possibilités avec ces technologies. Donc, oui, tout à fait d'accord avec vous. Steven, est-ce que vous auriez une question à poser justement à David? On va faire le cercle maintenant. Mais oui, alors je vais profiter de ce que tu viens de dire, David, sur l'utilisation musicale au bloc. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est dans un contexte d'études cliniques et quels sont vos premiers résultats? Alors, c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, mais c'est un ami maintenant qui s'appelle Stéphane Guettin, qui a développé en fait un système qui s'appelle Music Care et qui est extrêmement intéressant. Et il a montré en fait que ce dispositif permettait de diminuer la consommation des médicaments d'anesthésie et des morphiniques, et puis aussi en fait de diminuer le stress et l'anxiété. Et donc nous, on veut l'utiliser maintenant auprès des étudiants pour pouvoir voir si avant la réalisation d'une tâche cognitive importante comme le calcul de dose, on a une amélioration des performances. Alors on aurait deux groupes, un groupe qui ferait le préconditionnement avec Music Care, puis un groupe sans Music Care. Et voilà, on essaierait de voir s'il y a des différences significatives avec le système. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son système, en fait, on a le choix. Alors, c'est une application. Lui, il est musicologue. Hein. Il a fait beaucoup d'études là-dessus. Il a fait cette application. On a le choix de la musique. Et alors, c'est rigolo parce que ça commence comme une musique classique, normale. Tu choisis le jazz, ou tu choisis le rock, et ça commence comme une musique normale. Et puis,
l'intensité et la fréquence changent, varient. Et on est presque, d'ailleurs, en fait, je ne sais pas s'il y a une proximité avec l'auto-hypnose, parce que on est presque, avec le ralentissement de la musique, plongé dans un état presque d'auto-hypnose. Et du coup, voilà, il y a des perspectives intéressantes, notamment sur le trouble du sommeil, où là aussi, en fait, peut-être qu'il y aura des choses à creuser. Tout à fait. Le sommeil, c'est super intéressant. Alors, l'effet Mozart a été très discuté, controversé. Est-ce que là aussi, vous voyez un effet de la musique classique, Mozart ou autre, sur les fonctions exécutives? Dans la littérature, effectivement, c'est très discuté, hein. L'action de la musique est extrêmement discutée dans la littérature. Les données probantes sont pas très claires. Le système musicaire, par contre, a quelques bons résultats, très ciblés au bloc opératoire. Et là, il espère en fait le tester sur plein d'autres possibilités. Notamment, d'ailleurs, on réfléchit aussi à une étude avec les étudiants sur du long terme, avec une suivi de cohorte sur le stress, parce que les étudiants, ils doivent être en stage, ils sont extrêmement stressés, on sait qu'il y a ces sources d'abandon. Mais effectivement, par contre, la littérature est assez discordante et notamment en fait les études sur musique classique et écoute de la musique et niveau de fonction exécutive, c'est pas probant en tout cas. Moi, j'ai une petite réflexion parallèle. On a depuis longtemps essayé de mesurer ce qu'on fait avec la musique. Et il y a le professeur Huppy qui s'occupe des enfants prématurés. Et en double aveugle, en mettant de la musique ou pas dans le couffin, il y a une croissance du cerveau qui est vraiment importante et supérieure. Ah, super. Oui. Il y aurait une petite question encore pour la fin, et qui a été suscitée par un autre auditeur. Et qu'est-ce que vous pensez de la compassion ou de l'empathie sur le plan cérébral? C'est une question. Oui, c'est une question pour vous peut-être. Alors, Mathieu Ricard, par exemple, et Tania Singer, qui est une chercheuse qui a beaucoup étudié comment on peut développer empathie, compassion, vont faire une différence entre les deux, vont préférer entraîner la compassion plutôt que l'empathie où on souffre avec l'autre et on risque justement comme professionnel de la santé par exemple, aller vers le burn-out. Et oui, donc les études montrent qu'à nouveau, le cerveau il est plastique et on a un rôle à jouer. Et je pense que certainement dans ces temps Covid très, très particuliers, c'est peut-être le moment de comme société, reposer certaines questions. En tout cas, je l'espère. Et les études montrent que oui, là aussi, on peut décider consciemment de le faire autrement. Si je peux ajouter un petit mot, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois professeur Berthoz. C'est d'ailleurs sa hantise, en fait, ce sujet de l'empathie, c'est quelque chose qui l'habite énormément. Et en fait, pour lui, c'est de l'inhibition. En fait, la capacité de se mettre à la place de l'autre, c'est pouvoir inhiber soi-même, en fait, et pouvoir finalement regarder l'autre à travers cette capacité d'inhibition. Et ça transpire à travers pas mal de ces bouquins, notamment une conférence au Collège de France. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références, parce que en fait, il essaye de comprendre pourquoi, par exemple, un bon père de famille peut être aussi quelqu'un qui participe à des génocides, par exemple. Et c'est extrêmement intéressant, en fait, toute la vision de Berthoz sur ce sujet de l'empathie. C'est extrêmement intéressant. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références de la conférence du Collège de France. Bien. Écoutez, moi, j'ai toujours pensé que ce qui est court, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc,
Et je voulais vraiment vous remercier. On a passé un après-midi exceptionnel avec vous. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et qu'on pouvait muscler son cerveau, mais peut-être que ceux qui font de l'éducation thérapeutique ont peut-être un cerveau musclé. On peut dire ça comme ça. Bien, merci infiniment. Merci à vous encore. Merci beaucoup. Bravo merci. encore. Merci. Bon week-end, merci beaucoup. Au revoir. Mais j'ai bien fait de couper, on a fait 1h10.